Je travaille au service des archives médicales d'un hôpital de taille moyenne à Raleigh, en Caroline du Nord. Ce n'est pas un travail passionnant. Je passe la plupart de mon temps dans un bureau au sous-sol. À traiter les dossiers des patients, à vérifier les documents de sortie et à signaler les inconsistances à l'équipe médicale à l'étage. Un travail qui se déroule dans un immeuble plein de monde, mais qui donne pourtant un sentiment de solitude absolue. Mon service se compose de moi, de 2 collègues, Priya et Denis, et d'une responsable nommée Greer qui travaille à distance le vendredi. C'était un jeudi en plein automne, il y a environ 2 ans. Priya avait pris un jour de congé et Denis était parti à son heure habituelle, 17h15. Je suis resté car nous devions rendre le rapport d'audit trimestriel le lendemain matin et je m'étais porté volontaire pour le terminer. C'était au final mon erreur, non pas à cause de l'audit, mais parce qu'en restant tard, j'étais seul à cet étage. Le sous-sol de l'hôpital n'est pas relié aux services principaux. C'est une aile administrative distincte, abritant les archives, la facturation, les ressources humaines et quelques réserves. Le couloir est long et éclairé par des néons. Après 19h, l'éclairage est équipé de détecteurs de mouvement afin d'économiser l'énergie. Quand vous marchez, la partie derrière vous s'estompe lentement jusqu'à disparaître complètement. J'ai toujours détesté ça, même avant que cela n'arrive. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'odeur. Il était environ 19h30. J'étais plongé dans l'audit depuis 2 heures, casque sur les oreilles, mon café refroidissant à côté de moi. J'ai enlevé mon casque pour m'étirer et là, je l'ai senti. Cette légère odeur de médicaments, aigre, presque sucrée. Une odeur de bonbons sceptiques, mais pas tout à fait. C'est un hôpital, alors les odeurs ne sont pas inhabituelles. Mais notre aile n'avait pas la même odeur que les services cliniques. Elle sentait le vieux papier et l'air recyclé. C'était différent, et l'odeur venait de l'intérieur du bureau. Je suppose que c'était le personnel de nettoyage. Il passe au sous-sol le jeudi. Je n'avais pourtant pas entendu les chariots. D'habitude, on les entendait jusqu'au milieu du couloir, ce bruit métallique qui résonnait sur le carrelage. Il n'y avait rien, rien que l'odeur. Je me suis dit qu'il devait travailler plus silencieusement ce soir-là. J'ai remis mes écouteurs. Environ 40 minutes plus tard, je me suis levé pour aller aux toilettes au bout du couloir. À mon retour, ma chaise de bureau était tournée dans le mauvais sens. Je sais, ça paraît bizarre. Elle était tournée vers la porte au lieu de l'écran. J'ai mes petites habitudes. Je repousse toujours ma chaise et je me tiens bien face au bureau quand je me lève. C'est un réflexe inconscient. Priya se moquait de moi à cause de ça. Mais je me souviens très bien d'avoir repoussé la chaise avant de sortir. Elle n'était pas repoussée. Le siège était tourné à 90 degrés, comme si quelqu'un s'y était assis, puis avait pivoté pour faire face à l'entrée. Il était légèrement chaud au toucher et légèrement incliné, comme sous le poids de quelqu'un qui se serait levé brusquement. Je suis resté un instant sur le seuil, repassant en revue l'heure écoulée. Je n'arrivais pas à lâcher prise, ce qui me perturbait plus que la chaise elle-même. Mais je ne voulais pas m'alarmer outre mesure pour ce qui n'était peut-être rien. J'ai redressé la chaise, je me suis assis et j'ai continué à travailler. Les gens se trompent de mémoire. Je devais terminer un audit. À 21h48, je me souviens avoir vérifié l'heure précisément. J'ai entendu des pas dans le couloir, dehors. Des pas lents et réguliers. Pas le crissement caoutchouteux des chaussures du personnel de nettoyage. Quelque chose de plus doux, de plus posé. Ils ont dépassé ma porte et ont continué vers le fond du couloir côté entrepôt. J'ai enlevé mes écouteurs et j'ai écouté. Les détecteurs de mouvement n'avaient jamais failli en 3 ans de travail à ce poste, pas une seule fois. Même quand ils buguaient, ils vacillaient, ce léger tremblement d'une demi-seconde avant de se stabiliser. Mais là, rien, aucun clic des panneaux, aucun scintillement. Un silence total là où la lumière aurait dû s'allumer. J'ai ouvert la porte de mon bureau et j'ai regardé dehors. Le couloir était plongé dans l'obscurité à partir de la moitié environ. Les lumières qui auraient dû s'allumer au passage de quelqu'un ne l'étaient pas. Le couloir était vide dans les 2 sens. Je me suis dit que c'était les capteurs. Je me suis dit que c'était le bruit qui se propageait étrangement par la ventilation depuis l'étage supérieur. Les vieux hôpitaux font du bruit. Je suis retourné à mon bureau, mais je n'ai pas remis mes écouteurs. J'ai terminé l'audit juste après 22h30. J'ai tout sauvegardé sur le lecteur de réseau partagé et envoyé un email de confirmation à Greer. J'étais sous l'effet de l'adrénaline, celle qu'on ressent après être resté trop longtemps seul dans un bâtiment silencieux. Hypervigilance, sursauts inexplicables.
J'ai fait mon sac et enfilé mon manteau. Avant d'éteindre la lampe de bureau, j'ai traversé le couloir pour déposer un dossier papier dans la salle d'archives. Cette salle est tapissée d'étagères de classement du sol au plafond, 2 rangées de profondeur, séparées par une allée étroite. Je me suis dirigé vers la bonne étagère et j'y ai glissé le dossier. Je m'apprêtais à partir quand j'ai remarqué que quelques dossiers sur l'étagère du bas, près du fond, étaient déplacés, pas éparpillés, pas désordonnés, à peine manipulés, légèrement tirés vers l'avant, comme si quelqu'un les avait feuilletés avec précaution et avait failli les remettre en place. Puis, j'ai remarqué l'étagère elle-même. L'un des éléments, tout au fond, était légèrement décalé du mur, d'une quinzaine de centimètres environ, comme on le déplace pour accéder à la rangée suivante, derrière. Ces étagères sont lourdes, elles ne bougent pas toutes seules. Il faut saisir la poignée et tirer fermement. Je suis resté là à la regarder. L'espace derrière l'étagère Était sombre. La pièce était silencieuse, et je me suis rendu compte que la qualité du silence avait changé. Il était devenu pesant, chose qu'il ne l'était pas quand je suis entré. J'aurais dû partir, je le sais maintenant. Mais quelque chose m'a poussé à faire un pas dans cette direction, un seul. Puis, la lumière du panneau supérieur a éclairé l'interstice sous le bon angle. Des yeux me regardaient. Ils n'étaient pas brillants, mais la lumière était mal captée, réfléchie plus qu'il n'aurait dû, comme le fait une lentille ou du verre. Immobile et humain, profondément ancré dans un visage que je n'arrivais pas à distinguer. Un corps qui ne bougeait pas, debout, plaqué contre l'étagère, dans l'obscurité, comme s'il y avait toujours été là. Nous nous sommes regardés pendant un instant qui n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. Et puis, j'ai couru. Derrière moi, dès que j'ai atteint le couloir, j'ai entendu le fracas, une étagère qui s'abattait, puis une autre, puis une chaîne de métal qui se déplaçait et s'effondrait, comme si quelque chose déchirait la pièce pour s'échapper. Je n'ai pas regardé en arrière, je ne me suis arrêté qu'une fois la porte d'entrée franchie. Je suis rentré chez moi. Je me suis versé un verre de vin que je n'ai même pas goûté et appelé Denis. Il m'a appris que l'équipe de nettoyage était passée au mercredi depuis 3 semaines. Personne ne m'avait prévenu. Cette odeur de médicaments, quelle qu'elle soit, n'avait rien à voir avec eux. Le lendemain matin, à ma demande, nous avons visionné les enregistrements de la caméra du couloir. Greer m'a appelé vers 11h. La caméra avait couvert toute la longueur du couloir à partir de 19h. Personne dans les services de nettoyage, personne dans service d'entretien, personne n'entrait ni sortait de la salle d'archives. Puis, Greer a mentionné un vide, 9 minutes d'images manquantes, entre 21h40 et 21h49. Tout simplement absente, non corrompue, pas dégradée, comme si la caméra avait été mise à pause par quelqu'un qui savait exactement combien de temps il lui fallait. Je pense à ses yeux presque toutes les nuits, la façon dont la lumière y était réfléchie. Je repense à ces dossiers manipulés avec tant de soin, comme si quelqu'un cherchait quelque chose de précis et ne voulait pas laisser de traces. Je repense à ce qu'il faisait pendant les heures où j'étais assis à 6 mètres de là, mes écouteurs sur les oreilles, et me demande s'il l'a trouvé. Je repense à la chaise tournée vers l'entrée et à la chaleur du siège. Je ne sais pas qui il était, ni depuis combien de temps cette personne était dans ce bâtiment, ni si elle avait l'intention de me faire quelque chose en particulier. C'était peut-être simplement un inconvénient à contourner. Je sais seulement que j'étais la dernière personne à partir ce soir-là. La caméra n'a filmé personne d'autre, mais elle a aussi manqué 9 minutes d'enregistrement, et je ne sais pas qui les a utilisées. Je travaille comme aide-soignante à domicile depuis bientôt 11 ans. On finit par s'habituer à la plupart des choses qu'on voit, mais il y a certaines nuits qui vous marquent profondément, et pas dans le bon sens du terme. Ce que je vais vous raconter s'est passé il y a environ 4 ans, et j'y pense encore plus que je ne devrais. J'avais trouvé un emploi de nuit via une agence d'intérim. Le client était un homme de 81 ans nommé Alfred. Son fils, Greg, avait appelé pour trouver une spécialiste des troubles cognitifs à un stade avancé, et plus précisément de la démence à corps de Lewy. Greg était poli et professionnel. Il expliqua qu'il habitait à 40 minutes de là, qu'il travaillait tôt le matin et qu'il avait besoin de quelqu'un pour veiller sur son père de 22h à 6h du matin. Juste une nuit pour commencer, précisa-t-il. On verrait bien. Je suis arrivé vers 21h30. C'était une maison à 2 niveaux dans une rue tranquille, où les maisons étaient espacées et les arbres avaient poussé de façon dense. Greg me fit visiter rapidement, cuisine, salle de bain,
Le lit d'hôpital avait été installé dans ce qui était autrefois la salle à manger. Alfred était déjà couché. Greg nous présenta. Alfred me regarda d'un air clair et dit « Enchanté de faire votre connaissance ». Il semblait parfaitement bien, maîtrisé même. Greg embrassa son père sur le front et partit. C'était ma première nuit dans cette maison, et ma dernière. Les premières heures se déroulèrent sans incident. J'étais assise dans la cuisine avec un livre que je ne lisais pas vraiment. Alfred dormait. Je venais le voir toutes les demi-heures. À chaque fois, il était sur le dos, respirant lentement et régulièrement, les mains croisées sur la poitrine, comme un homme qui s'était depuis longtemps résigné au sommeil. Vers minuit, il s'était retourné, dos au mur. Sa respiration était toujours aussi calme, mais il ne regardait plus le plafond. Je n'y prêtais pas attention. Peu après 2 heures du matin, j'entendis sa voix venant de l'autre pièce. Il était réveillé et regardait vers le haut. Je lui demandai s'il avait besoin de quelque chose. Il répondit très doucement « Elle n'arrête pas de venir au pied du lit ». Je lui demandai de qui il parlait. Il se retourna d'un air parfaitement normal et dit qu'il avait besoin d'eau. Je lui en apportai, il me remercia, ferma les yeux et s'endormit en 2 minutes. Je tiens à préciser que jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas peur. Les personnes atteintes de démence accordent les oui ont des hallucinations très nettes, notamment visuelles. Souvent, il s'agit de personnes ou d'animaux. Ce que Alfred voyait au pied de son lit était le fruit de ses troubles neurologiques. Je le savais, je me le rappelais. Ce que je ne pouvais pas expliquer aussi facilement, c'est ce qui se passa vers 4 heures du matin. J'avais traversé le salon plongé dans l'obscurité pour me dégourdir les jambes, et je m'arrêtai dans le couloir. Au bout, à une dizaine de mètres de là, Alfred se tenait devant la porte fermée d'un débarras. Chaussettes aux pieds, pantalon fin en coton, une main levée, posée à plat contre le bois. Je l'appelai doucement par son nom, il ne bougea pas. Je m'approchai et l'appelai à nouveau. Il se retourna parfaitement calme. J'étais venu juste vérifier. Je lui demandai ce qu'il vérifiait. Il regarda la porte, puis moi. Elle n'aime pas que je l'ouvre. Je le raccompagnai jusqu'à son lit, il me suivit sans résistance, remonta la couverture tout seul et ferma les yeux. Je restai longtemps devant ce débarras, la porte était équipée d'une serrure à bouton poussoir, du genre qu'on peut verrouiller de l'intérieur. Elle était verrouillée. Je me dis que Greg l'avait probablement fermée à clé avant de partir. Je retournai dans la cuisine. J'ai laissé la lumière allumée et je tins mon livre sans le lire. À 5h15 du matin, j'entendis la porte du débarras s'ouvrir. Le petit clic mécanique du bouton poussoir qui se déverrouille, le léger grincement des charnières, puis un silence assourdissant. Je me levai lentement et me dirigeai vers le couloir. La porte était entr'ouverte d'une dizaine de centimètres, il faisait sombre derrière. Alfred était au lit. De là où j'étais, je pouvais le voir, endormi sur le dos, les mains croisées sur la poitrine. Je me retournai vers la cuisine. C'est alors qu'Alfred se tenait juste derrière moi, pas dans son lit, derrière moi, si près que je faillis lui rentrer dedans. Il tenait un marteau à griffes le long de son côté, le manche en bois usé bien serré dans la main, les articulations des doigts larges autour de la poignée. Ses yeux étaient grands ouverts et fixés sur moi, mais je ne reconnaissais rien dans son regard, rien de l'homme que j'avais rencontré ce soir-là, pas la moindre confusion, pas cette expression vague et errante à laquelle je m'attendais, juste une attention fixe et déterminée. Il frappa avant que je puisse prononcer son nom. Je levai l'avant-bras, le marteau dévia et heurta le mur. Je reculai et me déportai du côté, le couloir entre nous. Il s'approcha à nouveau de moi à pas mesurés et silencieux. Pas de paroles incohérentes, pas de cris. Un silence complet. C'est ce qui m'a marqué. Je le contournai, traversai le salon, attrapai mon sac sur la chaise de la cuisine sans m'arrêter et sortis par la porte d'entrée. J'appelai Greg de l'allée, les mains tremblantes. Il ne me crut pas au début. Puis quelque chose dans ma voix le fit taire. Il dit qu'il serait là dans 40 minutes. Je restai là, transi de froid, à regarder par les fenêtres jusqu'à ce que ses phares apparaissent sur la route. Il trouva Alfred dormi dans son lit d'hôpital, les mains croisées sur la poitrine. Le marteau était sur la table de la cuisine. Greg appela plus tard pour s'excuser.
Il dit que son père n'avait jamais été violent auparavant et qu'il ne savait pas d'où venait ce marteau. Je lui ai dit que je n'en voulais pas à Alfred et que j'espérais qu'il trouverait l'aide dont il avait besoin. Je n'y suis jamais retourné. Voilà où j'en suis, 4 ans plus tard. L'explication la plus simple, la démence. Une agression soudaine, un homme qui se déplace chez lui par automatisme. Je ne l'écarte pas. Mais je ne peux pas totalement écarter l'autre possibilité non plus. Alfred, quand je l'avais rencontré, était vif, présent. La confusion, d'abord fugace, semblait presque maîtrisée. J'avais été amené à regarder la porte du débarras, mon attention attirée au bout du couloir, alors qu'Alfred était déjà derrière moi. Je ne saurais dire si son enfer a agi de façon à rendre tout cela accidentel, ni si une part de lui l'avait délibérément orchestré. Franchement, je ne suis pas à même de le dire. Ce que je peux dire, c'est que l'attaque n'était pas frénétique, elle était silencieuse et elle était ciblée. Un homme qui voulait paraître perdu l'était, et au moment où ça comptait, il savait parfaitement ce qu'il faisait. J'espère que Greg trouvera l'aide appropriée pour son père. Quoi qu'il se passe à l'intérieur d'Alfred, maladie ou autre chose, il porte cette souffrance comme un manteau. Il a besoin de beaucoup plus qu'une aide ponctuelle. Et cette aide ne viendra pas de moi. Je travaille dans l'électricité depuis bientôt 11 ans. Durant cette période, j'ai dû intervenir dans 2 ou 3 000 maisons. On finit par avoir une certaine intuition, pas quelque chose de mystique, juste une capacité à reconnaître des schémas. À force de fréquenter certains lieux, on finit par les analyser comme on lit la météo. Il se passe quelque chose dans la pression atmosphérique et le corps le ressent avant même que le cerveau ne s'en aperçoive. Ce travail, en particulier, a eu lieu à l'automne de ma 3e année. À l'époque, je travaillais pour une entreprise de rénovation résidentielle de taille moyenne. Nous étions 6, plus un répartiteur, et nous nous relayions pour gérer les interventions. Cette semaine-là, le planning avait été chaotique. Notre répartiteur était en arrêt maladie, les interventions étaient réorganisées, et plus d'une fois, quelqu'un s'était présenté sur un chantier qui n'était pas le sien. Mon superviseur, un type discret nommé Terence, m'avait affecté à une propriété située à environ 40 minutes de la ville. Un propriétaire avait appelé à propos de lumière qui clignotait dans toute la maison. Rien de bien méchant, un point mort mal serré probablement. Le genre de problème qu'on règle en moins d'1 heure si rien d'autre ne se cache derrière les murs. Le trajet fut long et sans intérêt, des routes de campagne pour la plupart. L'adresse m'a conduit sur une route à 2 voies qui s'est rétrécie en chemin de gravier avant de se terminer par une longue allée non goudronnée. La maison au bout était ancienne, mais pas de façon alarmante. Une maison coloniale à 2 étages. Bardage blanc devenu gris, volets noirs. On aurait dit que quelqu'un l'avait entretenue juste assez pour qu'elle ne paraisse pas abandonnée. L'accent était mis sur le strict minimum. La pelouse était tondue, mais les bords étaient irréguliers. Une voiture était garée dans l'allée, le capot couvert d'une fine pellicule de pollen, le genre de film qui se forme en 1 semaine, peut-être 2. On aurait dit que personne ne l'avait conduit récemment. Ça ne correspondait pas à quelqu'un qui y habite. Je me suis garé, j'ai pris mon sac et je suis monté vers la porte. Une femme a ouvert presque aussitôt, comme si elle s'y était tenue depuis longtemps. La cinquantaine, d'apparence simple, elle portait un cardigan malgré la chaleur de l'après-midi. Elle a souri en me voyant. Il y avait comme un léger décalage, peut-être 1 demi-seconde, entre le moment où elle m'a vu et celui où le sourire est apparu. Je me suis dit que j'interprétais mal la situation. Je lui ai expliqué qui j'étais et pourquoi j'étais là. Elle a répondu « Oui, oui, entrez » et s'est écartée. L'intérieur sentait le pain synthétique. Une légère odeur organique se dégageait sous le produit nettoyant, comme celle d'un fruit trop mûr. Je l'ai suivie dans le hall d'entrée jusqu'à la cuisine où, d'après elle, les lumières clignotaient le plus. J'ai remarqué les meubles, les photos encadrées au mur, le bol en bois et les pommes décoratives sur le comptoir. Tout était normal, tout était agencé de façon à paraître naturel. Elle m'a laissé travailler. J'ai commencé par ouvrir le panneau sous l'escalier pour vérifier les disjoncteurs. À première vue, tout semblait normal. Pas de brûlures apparentes, aucun disjoncteur déclenché. J'ai commencé à vérifier le circuit de l'éclairage de la cuisine.
J'étais accroupi près du tableau électrique lorsque le plafonnier a faibli 1 seconde avant de se rallumer. Pas un scintillement à proprement parler, c'était plutôt comme si la maison avait expiré. Je l'ai noté et j'ai continué. J'ai déjà vu des maisons étranges, je ne voulais pas paraître paranoïaque pour rien. J'ai démonté l'interrupteur à cuivre du luminaire de la cuisine et j'ai trouvé une connexion qui méritait un examen plus attentif. Des terminaux de fil qui avaient été refaits récemment. L'emballage était encore propre et blanc, contrastant avec les vieux câbles. Quelqu'un était passé par là, pas forcément alarmant. L'ancien propriétaire aurait pu le faire. Plusieurs explications étaient possibles. Mais je n'ai trouvé aucune trace de permis de construire à cette adresse sur mon téléphone. Les travaux n'avaient pas été documentés. J'étais sur le point de descendre de l'escalier lorsque les bruits de pas au-dessus de moi s'arrêtèrent abruptement. Puis un silence total s'installa dans la maison. Je suis sorti de sous le comptoir pour me saisir d'un autre outil dans mon sac, mais elle était là, sur le seuil de la cuisine. Je ne l'avais pas entendue descendre, pas le moindre bruit de pas dans l'escalier, rien du tout. Ma main est restée sur le sac plus longtemps que nécessaire. J'ai fait un demi-pas en arrière par réflexe avant de me reprendre. J'ai dit quelque chose du genre « Je ne vous ai pas entendu descendre ». Elle a répondu « J'ai toujours été légère sur mes pieds », avec le même sourire différé. Je suis retourné travailler. Il me restait peut-être 10 minutes. J'étais sous le comptoir en train de vérifier le fil de terre lorsque j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. J'ai d'abord pensé à un membre de sa famille, puis j'ai entendu un deuxième bruit de pas dans le hall d'entrée, plus lourd, délibéré. Trop lourd pour être le sien, et ça ne correspondait pas à sa façon de se mouvoir. Puis une troisième série de pas. Puis le silence. Je suis sorti de sous le comptoir. Elle était adossée au mur du fond de la cuisine, les mains jointes devant elle. Elle me regardait, pas comme on regarde un réparateur, comme quelqu'un qui attend quelque chose avec impatience. J'ai demandé si elle avait de la famille dans la maison. Elle a répondu « Tout va bien ». Ni oui, ni non. J'ai rangé mes affaires, je lui ai dit que j'avais identifié le problème, que j'allais préparer un devis depuis la camionnette et qu'un collègue du bureau ferait le suivi. Elle n'a pas discuté ni posé de questions. En 11 ans de métier, les propriétaires posent toujours des questions. Elle s'est contentée d'acquiescer et m'a raccompagné jusqu'à la porte. De retour dans la camionnette, je me suis assis un instant. Les fenêtres du haut étaient teintées, puis une d'elles s'est illuminée. Une silhouette se tenait en retrait de la vitre, principalement une ombre, puis une seconde forme légèrement à gauche. J'ai cru que c'était un reflet, puis ça a bougé. J'ai démarré. Je n'ai pas appelé tout de suite. Sur le moment, j'avais l'impression que je ne pouvais rien expliquer par téléphone. Je repassais la scène dans ma tête, et tout s'estompait. Des voix au-dessus, des bruits de pas, une femme qui restait immobile, rien de bien exploitable pour un répartiteur. Quand j'essayais de le formuler à voix haute, ça ne sonnait pas clair. Alors j'ai attendu d'être de retour au bureau et j'en ai parlé à Terence en personne. Je lui ai dit de signaler l'adresse. J'ignore ce qu'il a fait immédiatement de cette information. Ce dont je suis sûr, c'est que j'y ai repensé pendant des jours et finalement, j'ai insisté pour que quelque chose bouge. Le câblage que j'avais trouvé sous la plaque de l'interrupteur avait été délibérément déconnecté puis reconnecté. Du travail propre, fait par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait et quel genre d'appel cela allait générer. Quand j'ai finalement insisté auprès de Terence pour savoir qui était initialement prévu pour cette intervention, il n'a pas su me dire clairement. Le planning avait été bouleversé, les appels redirigés, aucun historique clair de qui était censé y aller à ma place. Je crois que c'est pour ça qu'elle m'a regardé comme ça quand je suis sorti de sous le comptoir. Pas comme si elle m'avait pris en faute, comme si elle se réajustait tout simplement, comme si je n'étais pas celui qu'elle attendait. La police s'est rendue sur place dans la semaine. La maison était vide. L'affaire n'a pas eu de suite officielle. Je pense encore à la personne qui aurait dû recevoir cet appel à ma place.